extrêmement appuyés d'être avec nous pour cette session. Ceux qui connaissent INC savent qu'on est extrêmement attaché à essayer de développer un relationnel fort autour du média. À titre personnel, en tant que fondateur du média INC, je suis un fort militant des rencontres physiques. Et ceux qui sont déjà venus à notre rédaction savent que la convivialité est toujours là et il y a beaucoup de dîners qui se passent dans notre rédaction. Donc là, le dernier a eu lieu la semaine qui précède le confinement. Donc on tient quand même à maintenir un certain de proximité et de convivialité. Donc vous êtes à ce off digital. On va essayer de faire interagir un maximum d'entre vous. Alors, vous serez indulgents parce que c'est notre premier. On se teste aussi sur cette formule. Mais il était important aussi, et Dorian me complétera, donc on a réfléchi à comment INC et toute l'équipe pouvaient vous être utiles en cette période. La dimension relation humaine, sociale est apparue comme une évidence aujourd'hui. Dorian, tu veux peut-être te présenter et compléter aussi cette introduction? Oui, donc je suis Dorian Marcelin. Effectivement, je suis l'un des journalistes et qui a fondé Aliency avec Catherine Moelle, la rédactrice en chef. Effectivement, il nous semblait important de maintenir ce lien qu'on a habituellement en physique lors de nos différents événements, hein, puisque sur l'information actionnable qu'on entend délivrer sur aliency.fr, il y a toujours cette partie de dire on fait rencontrer aussi les gens qu'on interviewe, avec qui on échange, d'où l'idée de ce webinaire. Et sur le thème, peut-être, on peut rentrer dans ce sujet-là. C'est vrai que le thème du management, ces 3 dernières semaines, nous est assez vite apparu comme une obligation. Il était obligatoire d'en parler, ne serait-ce parce que c'est ce que nous ont remonté les entreprises lors des premières interviews qu'on a fait pendant la période de confinement sur les évolutions managériales que ça impliquait, et surtout parfois la détresse que des mauvaises décisions, des mauvais choix, des mauvaises organisations pouvaient provoquer chez les salariés. Or, on a été en situation, peut-être que ça commence tout juste à se calmer, à être en une adaptation de plus long terme, mais sur une situation d'urgence où les entreprises ont dû réagir très très vite. Il y a eu très peu de capacité d'anticipation, de changer un peu les règles du jeu du management, d'où l'intérêt d'avoir cet échange aujourd'hui avec des experts et également un acteur qui témoignera pour son entreprise, de savoir ce qu'il en est et comment ça a été vécu et quelles remarques on peut faire dans un premier temps. Concernant le déroulé en tant que tel, on va essayer de tenir ce qu'on s'est dit dans l'invitation, c'est-à-dire de vous libérer autour de midi. L'idée, c'est qu'on puisse poser quelques questions à nos intervenants dans la première demi-heure, et puis que vous puissiez à votre tour les interroger sur les sujets qui vous paraissent être les plus immédiats pour vos besoins spécifiques. Je vais d'ailleurs présenter rapidement nos 3 intervenants, hein, ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc, Charles-Henri… Marion, je vais t'interrompre, excuse-moi, avant de présenter les intervenants, mais oui. On a aussi une ambition extrêmement forte sur ce webinaire, c'est qu'il vous soit utile dans des choses que vous allez pouvoir mettre en œuvre ou appliquer dans vos entreprises. C'est vrai qu'on est confronté à un phénomène sans précédent, on le dit, mais il faut le répéter. Et on a voulu aussi ce webinaire comme étant une opportunité de poser des questions extrêmement opérationnelles et concrètes sur la manière dont vous pouvez appliquer les choses dans votre entreprise. Donc, tu vas présenter les intervenants, mais on a voulu avoir des intervenants aussi qui avaient une vision très opérationnelle des choses, et d'autres qui nous permettaient de prendre un peu de recul. Donc, il y a vraiment cette sensibilité qui nous est chère, de vous être extrêmement utile et concret. Donc, n'hésitez pas à aller sur des questions directes ou des choses qui vous intéressent de pouvoir éclairer. Voilà. Oui, et les débats qu'on va avoir aujourd'hui vont orienter également, nous, nos choix d'articles et de dossiers pour les jours et les semaines à venir, évidemment au niveau du média. D'ailleurs, je remercie nos 3 intervenants d'avoir accepté de jouer avec les règles du jeu d'intervention, hein, d'essayer d'être synthétique. Charles-Henri Besser, vous êtes professeur émérite à HEC Paris et président de la GRH, donc qui est l'association francophone, hein, oui, sur la gestion de RH. C'est une société des professeurs, académique. des professeurs-chercheurs. Exactement. Voilà.
Benoît Verrine, directeur de l'animation managériale et des partenaires RH chez Malakoff Humanis. Bonjour. Donc effectivement au cœur du sujet sur comment gérer les managers aujourd'hui et leur permettre de se sortir au mieux de cette situation après 3 semaines de confinement. Vous reviendrez sur cette expérience au sein de Malakoff Humanis. On ne dit plus Malakoff Médéric, Malakoff Humanis. Et Denis Moneuse, sociologue, chercheur associé à l'IAE de Paris, directeur du cabinet de conseil Poil à gratter, spécialiste sur les questions de qualité de vie au travail et auteur de nombreux ouvrages, dont un qui est paru officiellement le jour du confinement et qui s'appelait Comment on m'a démotivé. Donc c'était annonciateur finalement, hasard de calendrier, j'imagine. Bonjour. Peut-être dans un premier temps, pour introduire ce sujet, Charles-Henri, quand on discutait des points les plus importants dont on pouvait parler dans notre échange, on était revenu sur finalement les fondamentaux en matière de compétences managériales. C'est-à-dire que il y a évidemment la situation de crise qui nous impacte tous, mais il y a aussi beaucoup de littérature, beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui ont été menées par le passé pour essayer de comprendre mieux quelles étaient les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques dans l'absolu pour les managers. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur aujourd'hui ce qui est, alors peut-être pour vous 3 qui baignez dans le sujet, des évidences, mais pour nos spectateurs, ce ne sont peut-être pas toujours les sujets clés. D'accord. Bon, alors comme nous avions prévu que je commence, je vais passer 5 minutes. Pour un prof, c'est toujours un peu compliqué de rester 5 minutes. Alors, la première chose, c'est qu'on parle de crise, mais je pense que, comme le disait la Cyrulnik il y a quelques jours sur France Inter, c'est vraiment une catastrophe. Je veux dire, quelque chose d'absolument inattendu et imprévisible qui nous est arrivé. Et si j'écoute également ce que je disais hier dans un webinar qui est aujourd'hui sur YouTube de mon ami et collègue Maurice Thévenet de l'ESSEC, il commence son intervention en disant « il faut être modeste ». C'est-à-dire ce que nous allons dire ce matin, on parle de crise ou de catastrophe modeste. On ne va pas donner, si vous voulez, les tenants et les aboutissants de tous. C'est des hypothèses, c'est quelques projections qu'on peut faire, et donc il faut être modeste. Alors, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est quand tu parles d'Orient de pratiques managériales, il y a effectivement un certain nombre, je dirais, d'impondérables, des choses qui sont pérennes. Et si j'avais eu le temps, j'aurais montré un schéma qui montre que depuis plus d'une centaine d'années, et même depuis les Romains, on parle de management. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à une situation qui fait qu'un certain nombre de gens sont totalement, je dirais, chez eux. Et juste pour être un peu plus précis, la Fondation Jean Jaurès, il se trouve lundi, a publié les résultats d'une étude de l'IFOP qui montre en fait qu'on a en gros 64% des actifs qui sont au travail, donc 34% sur le lieu de travail et 30% en télétravail. Le reste en chômage partiel et en congé maladie compris. Donc, on est sur une population qui est à peu près 2/3 de la population active, avec d'ailleurs des grandes différences entre les cadres et professions libérales. Par exemple, 66% sont en télétravail, pendant que les professions intermédiaires sont à 35% et les employés et ouvriers, 19 et 5%. J'ai donné ces chiffres parce que finalement, je trouve on va parler beaucoup de télétravail. Évidemment, Benoît va nous parler de l'expérience qu'il y a chez Malakoff Humanis, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut avoir conscience. On a effectivement plusieurs groupes qui sont dans des situations très, très différentes. Alors, dans le titre de la conférence, il y a marqué « Quelles sont les pratiques à bannir ?» Alors, il faut être modeste. Il y a des choses qui me semblent évidentes et que cette crise est sans doute en train d'accélérer parce que c'est quand même une demande des collaborateurs
depuis quelques années, eh bien, on se retrouve avec, par exemple, la question du management command and control. Le command and control, je veux dire, dans une situation de confinement, quand on a des salariés qu'on ne voit pas, je veux dire, il faut totalement l'abandonner, à mon sens. Par exemple, une autre chose qui me paraît très importante, et là, c'est au niveau des directions d'entreprise et des managers à tous les niveaux, c'est une forme de cohérence entre discours et actes. Je veux dire, c'est absolument évident. Et là, on le voit au niveau le plus élevé, au niveau de la République, mais au niveau d'une entreprise, c'est exactement les éléments. Il y a également d'autres éléments autour des injonctions paradoxales et puis sans doute un manque de transparence et de confiance. Vous voyez, c'est un petit peu quelques idées assez simples, mais ce qui nous disent que ce que fait cette crise, c'est qu'elle accélère des demandes finalement qui étaient sous-jacentes, et on voit que les jeunes générations n'attendent absolument plus ce management comme un contrôle. Donc la crise est en train à un effet de loupe. Alors, deuxième question qui était abordée, c'est quelles pourraient être des nouvelles formes de responsabilité managériale, et surtout en cette situation de crise, parce que je pense qu'on pourra peut-être un peu plus tard dans le débat parler de l'après-crise, qui est toujours un peu compliqué, parce qu'encore une fois, on ne fait que des hypothèses. Moi, j'aurais tendance à dire… Sur ce point-là, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce qui va se passer pendant cette crise aura des effets, peut être plus… L'impact peut être extrêmement négatif, notamment par rapport au retour. Donc, la vigilance du comportement des gens est importante. Absolument, c'est pour ça, tu vois, je parle, tout à l'heure j'ai évoqué la cohérence discours et acte. Il faut quand même être à titre personnel et à tous les niveaux de l'entreprise, évidemment, parce que nous sommes surveillés en fait, nous sommes regardés par les collaborateurs. Alors juste pour terminer là, cette très courte intervention, moi, quelques formes que pourrait prendre la responsabilité, de nouvelles formes, alors encore une fois en étant très modeste, hein, ce ne sont que des hypothèses, et je pense à ce que disait François Potier, qui est un ancien DRH et qui a fait un excellent article hier dans LinkedIn. Il y a des choses sur lesquelles on peut, à mon avis, s'appuyer. Par exemple, en crise, c'est peut-être trouver des opportunités. C'est peut-être le moment de se poser de bonnes questions sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans l'équipe. Hein. Une jeune femme a publié il y a quelques mois un livre sur l'intelligence collective. Je crois que c'est le moment où il faut travailler ensemble, même à distance, sur trouver des opportunités nouvelles. C'est évidemment, si on est manager, c'est continuer à communiquer et à informer pour rassurer. Je veux dire, il faut être quelque part une forme de guide. C'est parler vrai. Hein. Je pense qu'il y a là, on attend de plus en plus ce parler vrai, est-ce qu'on est capable de dire vrai, véritablement, et montrer l'exemple. Hein. Et puis la dernière chose, parce que c'est un mot à la mode, d'ailleurs, en ce moment, tout le monde termine son écrit, ses mails, ses WhatsApp par prendre soin de son équipe. Hein. Je pense que prendre soin de soi d'abord, peut-être en tant que manager, et prendre soin de son équipe. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, quelques idées. Et puis dernière idée que j'ai peut-être oubliée, c'est aller à l'essentiel, hein, revenir aux fondamentaux. Et donc on va revenir aux fondamentaux de management. On reviendra voilà, Sylvain, un peu quelques idées très rapides, hein, pour juste esquisser le débat. Charles-Henri, on reviendra sur ce point de prendre soin de son équipe, mais c'est une manière aussi très concrète de prendre en considération la réalité personnelle de chaque membre de son équipe. Bien sûr. Parce que, effectivement, les personnes qui sont célibataires à la maison et les enfants à gérer avec leur vie dans une journée, il faut en prendre conscience et bien prendre cette dimension individuelle en compte. Dorian ? Effectivement, il y a une dimension d'individualisation qui est presque beaucoup plus importante aujourd'hui. Benoît, justement, par rapport à la façon dont Malakoff Humanis a vécu ces 3 dernières semaines, hein, ça fait un peu plus de 3 semaines qu'on est en confinement maintenant, il y a eu une véritable bascule. Est-ce que déjà, vous pouvez nous faire finalement un retour de votre ressenti, de comment ça s'est passé, tout simplement, pour les managers avec qui vous avez pu échanger, pour leurs équipes sur ces 3 dernières semaines. Donc, rebonjour à tous. Oui, je pense qu'on a déjà traversé 2 phases et qu'on est déjà dans la 3e de cette crise ou de cette catastrophe. La première phase, ça a été un peu une espèce de panique. Et donc, il a fallu s'assurer que l'entreprise fonctionne. Nous, Malakoff Humanis,
On est un groupe de protection sociale et donc on avait deux priorités. C'est un, que nos collaborateurs aillent bien et deux, qu'on paye les prestations parce qu'évidemment, on paye quand même quelques retraites aux retraités, bien évidemment, et puis on verse quelques prestations qui sont dues à nos clients. Donc, il était primordial pour nous que ça tourne. Donc, deux sujets. Donc, le premier, la première semaine, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour rassurer les collaborateurs, pour leur dire qu'effectivement, on va s'adapter à la crise, que c'est quelque chose qui est extraordinaire dans le sens non ordinaire, et que tout le monde va devoir y mettre un peu du sien, mais qu'on les rassure. L'entreprise est derrière eux. Et on va faire en sorte qu'on adapte le travail à leur quotidien. C'est-à-dire que leur quotidien, c'est confiné. Chacun est confiné d'une façon différente, soit dans une grande villa au bord de l'eau, soit dans un petit appartement en banlieue. Soit sans réseau Internet. Soit sans réseau, soit voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en œuvre sur cette première semaine, on va dire, on a fait en sorte que les managers soient rassurants. Donc, prennent leur téléphone. Tout le monde, effectivement, n'a pas Internet. Donc, prennent leur téléphone, essayent de joindre les collaborateurs pour leur dire « T'inquiète pas, tu restes chez toi et on va voir comment on peut adapter le travail. » De l'empathie aussi, parce qu'effectivement, il faut essayer de comprendre comment vont les collaborateurs. Et donc, on a demandé aux managers d'être très empathiques et puis d'arbitrer. Encore une fois, c'est une situation assez exceptionnelle. Donc, on ne pourra pas tout faire. Donc, on va à l'essentiel. Ensuite, on est passé dans une deuxième phase. C'est bien gentil de dire tout ça, mais il faut en faire la preuve. Donc, rapidement, on a passé des communications comme quoi l'entreprise fonctionnait. Ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire un COMEX quotidien, des CODIR en dessous qui déclinaient l'information, aussi quotidien, pour faire en sorte que tout le monde soit au courant de tout. Et ça, c'était primordial. Donc, la preuve, et puis de donner du sens. C'est-à-dire rappeler, on a un projet d'entreprise, nous, qui est assez clair. Tout ce qu'on est en train de faire, l'empathie, les arbitrages, la clarté, tout ça, ça en fait partie. Le client, on va dire, on veut être le partenaire préféré des clients, effectivement, payer les prestations, quoi qu'il arrive, ça en fait partie. Et donc, redonner du sens à chacun pour rassurer tous nos collaborateurs et nos managers, c'était la priorité. Et puis après, on a mis en place, ça fait maintenant 2 semaines, des outils à disposition des managers pour qu'ils managent dans cette période un peu particulière. Et on a réappuyé finalement sur les fondamentaux auxquels on croyait. Donc, on a réappuyé sur l'agilité, sur la transparence, sur la transversalité, sur la confiance. Voilà, c'est des mots sur lesquels on insiste et je pourrais y revenir peut-être tout à l'heure. C'est vraiment des sujets sur lesquels on pousse, on leur dit, voilà, finalement, tout ce qu'on s'était dit jusqu'à présent, il va falloir le faire un peu plus vite que prévu parce que manager des équipes à distance, sur le long terme, parfois qu'on ne voit pas, qu'on a qu'au téléphone, ça n'est que du management et ça, il faut y aller. Benoît, peut-être justement spécifiquement par rapport aux managers, après 3 semaines, quelles sont les inquiétudes qui vous ont remontées ou les points clés où vous avez senti qu'il y avait peut-être vraiment des points spécifiques de tension au-delà évidemment de la situation sanitaire globale ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des tendances qui se sont dégagées? Et Dorian, pour compléter, excusez-moi Benoît, pardon, des managers qui peuvent être aussi très mal à l'aise par rapport à ça. Complètement. Quand tout à l'heure il était fait référence au command and control, il faut absolument le bannir. Oui, on pense qu'il faut le bannir, mais c'est pas simple à identifier le command and control, surtout quand on est à distance. Donc, moi, je suis pour le command. Parce que je pense que dans cette période-là, ce qu'on dit aux managers, c'est ayez des commandes très claires. Vous ne pourrez pas revenir vers vos collaborateurs à la machine à café, à son bureau pour lui réexpliquer une consigne parce que c'est fini ça. Aujourd'hui, vous êtes à distance. Donc, commande, mais très claire. Après, le contrôle, non, il faut effectivement, on n'a pas le choix, c'est de la confiance et c'est quelque chose qui va se mettre en œuvre. Donc, les managers, leur crainte, c'était effectivement potentiellement de ne pas contrôler ce que faisaient leurs collaborateurs. Mais on a insisté sur le fait confiance. Et aujourd'hui, on voit par la preuve que les activités tournent
sans qu'il y ait obligatoirement tout un système de contrôle. Donc, c'est le premier sujet. Après, c'est comment j'adapte mon management à la situation individuelle du collaborateur. Certains collaborateurs ne sont pas joignables, certains collaborateurs veulent absolument travailler alors qu'ils ont 4 enfants dans les pattes, plus un mari qui utilise la DSL, et voilà, c'est juste pas possible. Donc, comment je fais pour déporter les tâches sur quelqu'un qui est plus à l'aise? Ça, c'est en fonction des appétences de chacun, des capacités. Il faut vraiment adapter son management. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que les managers s'entraident. C'est-à-dire qu'on a mis en place des outils, on a mis en place un Yammer, que des managers, où ils échangent entre eux sur leurs bonnes pratiques. On a essayé d'aller chercher des écrits, des études sur le management en période de confinement. On n'en a pas trouvé. Voilà, c'est la situation qui veut ça. Du management de crise, il y en a, mais du management en période de confinement, il n'y en a pas. Donc, on a été transparent vis-à-vis des managers. On a dit, écoutez, on n'a pas trouvé, mais vous allez faire vos retours d'expérience entre vous. Et donc, le Yammer marche très bien. Après, on a mis en place des ateliers qui sont animés par soit quelqu'un de la RH, soit quelqu'un de l'organisation chez nous. Et c'est des ateliers où les managers s'inscrivent quand ils le veulent. Ils sont maximum 10 et ils partagent entre eux les bonnes pratiques. Et on pense que c'est ça sur le caractère obligatoire de ces démarches, alors je ne vais pas appeler ça formation, mais de cet accompagnement, pour vous, ça doit partir du volontariat et de cette On est complètement sur le volontariat. On est complètement sur le volontariat. Après, charge aux managers de managers d'identifier ceux qui sont plus en difficulté, qui n'osent pas participer parce qu'ils ont peur de s'exprimer, et à eux les inciter ou à faire ce genre d'exercice au sein d'un même service où là les gens seraient peut-être plus à l'aise, ou inversement de leur dire, tu sais, à cet atelier-là, il n'y a personne du service, tu vas pouvoir toi t'exprimer, tu ne seras pas jugé. Et voilà, donc c'est une répartition des rôles, mais il faut aller sur le faut insister sur le volontariat et la confiance qu'on a dans les collaborateurs. Benoît, l'importance de la chaîne hiérarchique également, visiblement. Benoît, juste une remarque. Tu m'entends là? Oui. Ce que tu viens d'expliquer là, avec ce partage entre les managers, là, ils trouvent des solutions ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est très intéressant, eh bien, c'est exactement ce que j'appelais tout à l'heure l'intelligence collective. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a Yammer qui, très honnêtement, n'a pas toujours été d'une utilisation exceptionnelle dans les entreprises, ou Yammer ou d'autres outils similaires. Là, on est dans une situation effectivement qui est nouvelle pour les managers, qui permet à ces managers d'échanger entre eux et trouver ensemble des solutions. Benoît, tu as une organisation, vous avez la chance d'avoir une organisation qui est assez sensible à la condition du travail, au capital humain. Vous avez aussi une proximité avec des psychologues, qui n'est pas toujours le cas dans des organisations peut-être à taille intermédiaire. Cette dimension psychologique aujourd'hui, quels conseils on peut donner à des dirigeants d'entreprises qui s'ils veulent mieux l'appréhender aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des solutions pour le faire? Est-ce qu'il y a des... Alors, vous avez effectivement déjà la médecine du travail qui peut vous aider chacun dans vos entreprises. Hein. Ils sont là pour ça. Nous, on a mis en place un webinaire avec notre médecin chef au sein du groupe pour expliquer déjà comment manager quelqu'un qui a le Covid, ou quelqu'un pour lequel un proche a eu le Covid, ou ainsi de suite. C'est des situations très particulières. Donc, on a mis en place ce webinaire avec ce médecin du travail et cette psychologue du travail qui se tient toutes les semaines. Et encore une fois, c'est du volontariat. Les gens s'inscrivent s'ils ont envie de s'inscrire pour écouter ça. On a effectivement, nous, le comptoir de la nouvelle entreprise qui propose aussi des guides sur ces sujets-là, parce que effectivement, pour Malakoff Humanis, c'est un sujet qui est important. Mais la psychologie, comment dire ça, c'est la relation entre deux personnes, elle est complexe. Donc chacun va interagir en fonction de ce qu'il ressent entre le manager et son collaborateur. Donc c'est là où il faut s'adapter. Chaque collaborateur est différent, chaque manager est différent, et à eux de faire en sorte que ce binôme fonctionne. Je voudrais juste insister sur un petit point, il est important que les managers travaillent sur leurs forces. C'est-à-dire qu'ils ont chacun des forces, mais leurs collègues ont aussi des forces, leurs collaborateurs ont des forces, et il faut s'appuyer là-dessus. Il faut les identifier et faire en sorte que les équipes s'appuient sur ces points de force.
Alors, peut-être pour enchaîner avec ce témoignage, Denis Monoz en tant que sociologue, alors je disais sous forme un peu humoristique, la publication de votre livre, la sortie officielle le jour du confinement qui s'appelait Comment j'ai été démotivé. Alors ça ne parlait pas évidemment de la situation actuelle, mais plutôt de votre expérience avec dans une grande organisation, une grande structure. Mais ma question par rapport à ça, c'est est-ce que une catastrophe, hein, justement, pour reprendre le terme employé par Charles-Henri, et dans votre vision de nature à motiver ou à démotiver des acteurs comme les managers principalement, dont visiblement les entreprises attendent beaucoup et vont devoir attendre beaucoup puisqu'ils sont en première ligne. Est-ce que vous avez pu avoir des éléments de réponse par rapport à ça? Alors, il n'y a pas de micro. Réactive son micro. Il fallait bien un problème technique. Hein, donc, bonjour à tous. Juste voilà. pour une petite précision, en fait, je suis plus rattaché à l'IE de Paris, mais à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Je le précise parce que justement, au Canada, j'habite à moitié entre Paris et le Canada, à Montréal. Et c'est vrai qu'au Canada, on a plus cette expérience, au sens, même si c'est des crises plus courtes, en général 2 jours, à travers des tempêtes de neige, on a plus l'expérience de faire du télétravail en tant que salarié ou en tant que chercheur, professeur, parce que c'est souvent le matin vers 6 heures qu'on reçoit un message de notre directeur qui nous dit est-ce qu'on vient travailler ou pas, suivant que la tempête de neige prévue par la météo est là ou a été moindre que finalement prévu. Mais sachant que faire du télétravail pendant 2 jours en cas de tempête de neige, c'est quand même différent de 3 semaines en cas de confinement. Je voulais juste revenir déjà sur les sémantiques entre crise et catastrophe. Catastrophe, en fait, du point de vue étymologique, ça vient du grec, ça veut dire renversement. L'idée de catastrophe, c'est que rien ne sera comme avant. Et donc, du point de vue sanitaire, c'est une catastrophe. Parce que même si on arrive vers Pâques, les gens qui sont décédés ou les gens qui ont des séquelles, en fait, ils vont les perdre. En revanche, du point de vue managérial, je ne sais pas si c'est une catastrophe, parce que je ne sais pas si c'est un renversement qui sera plus jamais comme avant. Au sens, on fait télétravailler beaucoup aujourd'hui, mais est-ce que demain, finalement, l'organisation du travail va totalement changer? Ça, je ne sais pas, enfin, on pourra en discuter. Mais du point de vue managérial, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de catastrophe, c'est un peu trop tôt. C'est plus une crise au sens où le crise, au sens premier du terme, c'est une maladie brutale, mais c'est aussi, toujours avec l'étymologie grecque du mot crise, la crise, c'est un moment de discernement, c'est un moment en fait de jugement, de décision. Et c'est souvent, une crise est souvent est révélatrice, et c'est ce que je voulais dire, c'est révélateur à la fois parfois des managers, au sens où certains managers, leur leadership, leur capacité finalement d'action peut être révélée lors d'une crise, parce qu'on a des managers qui finalement sont parfois meilleurs lorsqu'il y a de la pression, de l'émulation, lorsqu'on est sur une situation un peu inédite, et qui, lorsqu'on est dans une phase de routine, vont s'endormir ou vont peut-être moins mettre en avant leur capacité ou leurs compétences. Du point de vue des salariés, ce qui est intéressant, ce que j'ai pu observer en fait à travers différentes interviews que j'ai pu mener ces derniers jours auprès de managers ou de dirigeants, la plupart des salariés, c'est révélateur finalement de leur engagement au travail, leur conscience professionnelle et leur niveau de motivation. Pour le dire rapidement, ceux qui étaient des glandeurs glandent encore plus. Ceux qui étaient des gens qui étaient hyper engagés, hyper motivés, qui avaient une forte conscience professionnelle, vont travailler encore plus, ou en tout cas vont se démener encore plus. C'est-à-dire que ils vont mener parfois, pour certains, leurs 3 métiers en même temps, le métier de travailleur salarié, mais aussi le métier de parent, ils ont les enfants à la maison, et aussi parfois le métier de professeur, lorsqu'il faut remplacer les professeurs, tous les enfants en bas âge, où le rôle des professeurs, donc des parents, est très important. Et donc, d'un côté, on a des gens qui vont être au bord du burn-out, parce que ils vont se lever très tôt le matin pour travailler avant que la maison, que les enfants soient réveillés, et éventuellement tard le soir. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui, sans être nécessairement en chômage partiel, vont profiter de cette période pour faire le moins possible, se trouver des excuses, etc. Il y a seulement quelques exceptions par rapport à ça, où parfois, en fait, on a des salariés, un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour les managers, certains salariés qui, tout d'un coup, trouvent du sens à leur travail lorsqu'ils travaillent dans l'urgence, lorsque finalement la reconnaissance de leur travail, de son utilité devient flagrante. Certains peuvent se réveiller et finalement, alors qu'ils sont plutôt en mode glandeur, je peux dire très vite, parfois certains peuvent se réveiller. C'est une minorité, mais ça peut aussi arriver. Après, ce qui est intéressant aussi au niveau du management, c'est la révélation de la relation qu'il y a de proximité entre le manager et son équipe.
certains salariés que j'ai pu interviewer se plaignaient que leur manager soit sur un mode business as usual, au sens la crise, la dimension sanitaire de santé, on n'en parle pas, on fait comme si de rien n'était. La seule chose qui change, c'est qu'on fait du télétravail. Et donc, ces personnes-là, en fait, ces salariés, se sentaient vexés et non reconnus parce que leur manager ne s'intéressait pas à savoir s'ils avaient les moyens matériels, mais aussi les moyens en termes de temps, de ressources, etc., de bien travailler. Et donc, ça pouvait être un facteur en fait, de déception de la part des collaborateurs par rapport à leur manager qui trouvaient qu'il était extrêmement froid, extrêmement empathique. À l'opposé, j'ai aussi des salariés qui me disent qu'ils ont découvert leur manager sous un angle différent parce qu'ils avaient l'impression d'avoir un manager qui finalement s'intéressait avant tout au business et qui tout à coup, à la faveur de cette crise, s'est plus intéressé à leur santé, à savoir s'intéresser plus à leurs conditions de travail. Et ça, on sait que cette préoccupation, cette empathie des managers envers leurs équipes, leur santé, leur qualité de vie au travail, c'est extrêmement précieux. Il y a des liens très forts entre le sentiment de reconnaissance et l'absentéisme et le niveau de santé au travail. Donc, plus un manager va s'intéresser à ses équipes, en général, plus ça sera positif pour faire baisser l'absentéisme ou pour faire en sorte que les gens se sentent bien pour travailler. Et puis, le dernier point que je voulais mettre en avant dans le temps qui m'est imparti, c'est la question aussi du télétravail. En quelques mots, ce que je trouve assez amusant, c'est personnellement, quand le confinement a commencé, beaucoup de gens parlaient de Albert Camus en disant il faut absolument lire ou relire le roman La Peste pour mieux comprendre ce qu'on vit actuellement. Personnellement, c'est plus Sartre qui m'est venu en tête. Il y a une phrase de Sartre que j'aime beaucoup où il disait finalement nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. C'était très provocateur, surtout qu'il prononce cette phrase en 1944, donc avant la fin de la guerre. Et ce qu'il voulait dire, Sartre, c'est que finalement, quand on est dans une situation de tension, de crise, parfois en fait, on retrouve des marges de manœuvre, des marges de liberté qu'on ne pensait pas avoir. Au sens où, avec la crise, on se rend compte que certaines entreprises qui disaient à leurs salariés on ne peut pas vous laisser faire du télétravail parce qu'on n'a pas les moyens techniques pour le faire. D'un coup, par magie, en 2 jours, on retrouve les moyens techniques pour faire du télétravail. Où on disait parfois, non, en tant que manager, tu ne peux pas faire du télétravail parce qu'en tant que manager, il faut que tu sois sur le terrain, il faut que tu sois vraiment dans la surveillance quasi visuelle de tes équipes. Et puis là, on se rend compte que finalement, même les managers peuvent faire du télétravail. Donc finalement, il y a une sorte de liberté ou de marge de manœuvre qui s'ouvre quand on est devant le mur, quand on est face à ses obligations. Et donc, il y aura sûrement des questions qui vont se poser à l'avenir sur comment est-ce qu'on réorganise le travail et quelle place on donne à l'avenir au télétravail. Peut-être en rebond par rapport à ça, et une question à vous trois, hein, messieurs, en fonction de vos points de vue particuliers, mais c'est sur ce caractère révélateur que peut avoir la crise sur des personnalités, des modes de fonctionnement. Effectivement, comme le disait Denis, on peut voir des leaders émerger là où on s'y attendait pas forcément le plus, hein, en fonction de cette question de crise. Est-ce que, à l'inverse, on peut voir également des comportements peut-être prédateurs se révéler dans le management et des gens qui pouvaient être entre guillemets plutôt vus comme des bons managers dans une situation classique se révéler être des personnalités problématiques dans cette situation où tout est finalement beaucoup plus sensible et beaucoup plus facteur de potentiellement d'aggravation. On a rajouté de la crise à la crise. Je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question. Dorian, je peux dire quelque chose par rapport à cette question. Ce que tu viens de dire, c'est ce que vient de dire Denis, ce qui devient déterminant, comme il l'a dit, c'est de prendre soin, d'avoir de l'empathie, d'avoir de l'émotion. Or, si tu veux, si des modèles managériaux ont été calés sur la mesure de la performance, on va dire business, et peu de place à la performance humaine, la performance émotionnelle, etc. Il n'est pas étonnant que certains managers aujourd'hui ne font que répliquer. C'est un effet loupe, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'eux-mêmes sont en situation, j'allais dire personnelle, à mon avis, d'instabilité. Donc, ils font porter aux salariés, et que ça soit à distance ou pas à distance, on a exactement la même situation. D'ailleurs, je tiens à dire que le télétravail, ce n'est pas du tout une invention d'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait du télétravail. Et Denis, tu sais bien, en tant que prof, nous, ça fait 35 ans qu'on fait du télétravail, sans avoir eu Internet il y a 35 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès que les technologies ont permis du nomadisme, hein, comme je vous le disais, là, quand on a préparé, il y a une vingtaine d'années, j'avais une chaire de recherche à HEC sur les travailleurs nomades.
Le BlackBerry, par exemple, a été un outil à la fois merveilleux, mais aussi d'une grande perversité. Donc, ce que je veux dire, c'est que la technologie n'est pas en cause, c'est bien le modèle managérial qui est derrière. Et si un manager a, je dirais, des comportements dans le naturel, je dirais en vrai, qui met l'accent sur l'absence d'émotion, de relations, etc., il n'est pas étonnant que ça devienne un manager un peu prédateur. Oui, du coup, je voudrais rajouter un petit mot là-dessus. Il est effectivement important que toute la hiérarchie s'implique dans le management. C'est-à-dire que on sait, on connaît les managers prédateurs. Et donc, le manager de ce manager doit lui-même être encore plus en surveillance de ces situations-là et faire en sorte qu'ils prennent soin des collaborateurs, ils prennent contact avec eux, où ils se fassent appuyer sur des directions transverses, qui prennent aussi des nouvelles, qui soient empathiques avec les collaborateurs qui pourraient être dans ces équipes-là. Donc, il y a vraiment un système d'entraide hiérarchique, d'entraide managériale à mettre en place pour s'assurer que tous les collaborateurs aillent bien, effectivement. Benoît, pendant que tu interviens, j'ai lancé le sondage sur vous sentez-vous soutenu moralement par vos managers? Oui. Tout le monde n'a pas répondu encore, mais on est pour l'instant à 73% de oui. C'est rassurant. Donc, non, mais effectivement, on a quelques questions qui nous ont été posées, une douzaine de questions, je vois. Donc peut-être que on peut poursuivre les échanges à partir des points d'intérêt exprimés par nos spectateurs. Évoqué, nos conférenciers normalement y ont accès, donc s'il y en a qui vous plus appétents que d'autres, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de lever la main si vous voulez intervenir en live, soit en caméra, soit juste le son. J'ai proposé à certains d'entre vous de le faire. Donc, manifestez-vous et voilà, on prépare le sujet. D'ailleurs, Dorian, tu veux lancer une question? Tu les as vues ou pas? Tiens. Alors, je suis effectivement en train d'en prendre connaissance de plusieurs d'entre elles. Il y a une question sur les formations. Hein, la différence a été faite, on a vu des articles, hein, et la question est posée par Xavier Moquin, mais il y a une différence entre des managers, on va dire, de croissance et qui ont été formés, ces dirigeants qui ont pu être formés ces dernières années, et des véritables managers de crise. Et donc, la question qui pose au-delà de la personnalité de chacun, c'est est-ce que les écoles, dans votre perception, qui forment les managers, prennent réellement en compte ces compétences de gestion de crise pour qu'on ait ces managers de crise qui sont dans une situation finalement particulière. Quel est le rôle des écoles là-dessus? Est-ce que c'est pris en compte? Je veux bien répondre. J'ai été plus de 35 ans dans les grandes écoles. Je crois qu'on est quand même… On n'a pas été formé, très honnêtement. On n'a pas formé les futurs managers à la situation de crise, même si je voyais ces dernières années à HEC quelques conférenciers qui venaient effectivement, mais sur des conférences très courtes, de soirées, par exemple, notamment en formation exécutive. Maintenant, il y a le développement quand même un peu plus important de compétences, on va dire, de soft skills dans toutes les écoles. Je veux dire, ça devient un peu une règle. Et dans les soft skills, on fait assez peu référence à la gestion de crise. Donc, voilà ce qui va sans doute aussi amener cette crise à repenser. Là, je voyais un certain nombre d'échanges entre des directeurs d'école sur le net, à la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion, où je suis aussi intervenant aujourd'hui. Eh bien, il y a toute une réflexion sur une reprise un petit peu de nos enseignements. Voilà. Une révision. Donc, très honnêtement, Dorian, on est quand même pas très bien préparé. Il y a des progrès à faire. Une autre question, peut-être sur un point assez critique, c'est quels sont les moyens à disposition, hein, notamment des managers ou plus généralement de l'entreprise, pour détecter des cas de dépression graves dans la situation actuelle et donc amener des réponses. La question est posée par Mounir Chaban, qui est un de nos chroniqueurs. D'ailleurs, bonjour Mounir. Donc, est-ce qu'il y a des conseils ou des moyens types pour détecter ces problèmes auprès des salariés, au-delà de juste l'empathie du manager?
Je veux bien Denis, répondre. il faut que tu réactives ton micro. Normalement, tu vas pouvoir le faire toi, mais voilà, c'est bon. C'est bon. Il y a Benoît a commencé à répondre, mais Denis, tu pourras compléter. Ouais. Okay. Détecter la déprime, c'est lié. Comment on la détecte, c'est effectivement, il faut que les managers prennent contact régulièrement, mais il faut que l'entreprise, dans son ensemble, prenne contact avec ses collaborateurs qu'on aura identifiés comme sensibles. Donc, il y a un rôle et du manager et de la RH très important sur ces sujets-là. Nous, ce qu'on a mis en place concrètement, c'est à partir du moment où un manager détecte que dans le contact qu'il a, pas obligatoirement au quotidien, mais enfin le plus fréquemment possible, lorsqu'il détecte un collaborateur en difficulté, il prévient tout de suite la RH qui, elle, va essayer de jouer son rôle et d'enclencher des contacts avec ce collaborateur. Et puis, en fonction, on fera appel à la médecine du travail qui, elle aussi, peut appeler ou peut faire en sorte qu'un système de médecins qui travaillent localement puisse intervenir chez la personne. On propose des aides téléphoniques psychologiques. On a ça, on offre ça à nos clients. On a un numéro vert où on peut envoyer n'importe quel collaborateur de nos clients vers ces lignes téléphoniques où il y a des psychologues qui les aident à franchir cette crise. Et est-ce que vous avez eu, du coup, depuis ces 3 dernières semaines, plus de demandes en la matière? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un intérêt pour les entreprises sur ce genre de dispositif? Alors, on a une offre qui s'appelle Diagnostic du capital humain, qui est proposée à nos clients, et on voit effectivement qu'il y a une recrudescence sur ce sujet-là. Nos entreprises qui nous demandent comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et comment on peut faire en sorte de la mettre en place. Alors, c'est une offre qui ne va pas faire des miracles du jour au lendemain. C'est une offre qui nécessite un accompagnement. On a beaucoup de questions, Denis, tu peux compléter. Et je vais donner la parole en live à Valérie qui va nous rejoindre dans la conférence. Mais Denis. Okay. Oui, justement, depuis 2009 et la crise sociale à France Télécom, il y a énormément d'entreprises qui ont développé des baromètres sociaux pour prendre la mesure à un instant T de la qualité du travail, du sentiment d'engagement, de la charge de travail, etc., de leurs collaborateurs. Donc, ces outils sont parfois un peu lourds, mais on peut imaginer des outils beaucoup plus petits et plus faciles à mettre en œuvre pour, par exemple, une fois par semaine, demander à leurs collaborateurs comment ils se sentent pour pouvoir justement gérer un petit peu l'évolution du moral, l'évolution en fait de la santé physique, mais aussi mentale et relationnelle des collaborateurs. Il faut souligner qu'il y a plein d'outils qui existent là-dessus pour mesurer l'état d'esprit du collaborateur. Donc, il y a des petits modules des fois gratuits qui existent ou des solutions qui ont été développées. Donc, on en a quand même pas mal qui existent. Sylvain, ce sont les enquêtes Pulse. Alors, Valérie, vous êtes invitée à nous rejoindre. Vous aviez une question à poser à nos intervenants? Oui, bonjour et merci pour la qualité de vos interventions. C'est vraiment très aidant. Je voulais vous poser une question concernant la préparation de l'après-confinement pendant cette période de confinement. Parce que j'anticipe que les retours ne vont pas être simples parce que ça a pu révéler des fragilités ou des difficultés à la fois dans le fonctionnement de l'équipe et des difficultés individuelles. Et comment est-ce que, avec son équipe, le manager peut, à la limite, profiter de cette période de confinement pour préparer l'après? Voilà. Merci. Je peux donner ma réponse. Moi, j'estime qu'on en est encore qu'au niveau stratégique sur ce sujet-là. C'est-à-dire que pour moi, il est trop tôt d'y réfléchir. Le COMEX y réfléchit, bien évidemment. C'est son rôle en définissant la stratégie de l'entreprise. Mais au niveau des managers, on ne sait pas encore quand est-ce que le confinement va se terminer. Y penser maintenant, c'est trop tôt et ils vont s'épuiser et j'arriverai pas à les tenir motivés sur la durée. Donc pour l'instant, nous, on a pris le parti de se dire le COMEX y réfléchit et les managers pour l'instant font travailler au quotidien. Alors évidemment, ils ne s'intéressent pas que au quotidien, ils s'intéressent aussi à des projets à moyen terme, mais pas obligatoirement liés à la sortie du confinement. Vraiment, on essaye de reprendre le business as usual, mais on sait bien que c'est pas as usual, mais
ils essayent de faire en sorte qu'on travaille sur le quotidien et un peu le moyen terme, mais pas sur la sortie. C'est trop tôt. Je serais ravi de refaire une visio avec vous dans 15 jours, 3 semaines et vous dire, voilà, dans 15 jours, c'est dans Nous aussi, dès qu'on a la date du fin de confinement, on en refera une session. Okay. Sylvain, je peux apporter une petite réponse? Bien sûr. Juste par rapport, évidemment, c'est très compliqué. J'ai dit il faut être totalement modeste. J'aime bien l'expression utilisée par Maurice Thévenet hier. Moi, je crois quand même qu'il y a des choses qui vont rester. Et le simple fait qu'on mette les gens à distance force le manager à donner de fait une plus grande autonomie, une responsabilisation. Cette dimension de l'autonomie et de la responsabilisation, à mon avis, ça sera très compliqué de revenir. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, Benoît, c'est command and control. Et je crois que le vrai truc, ce n'est pas command, c'est control. Donc là, il va y avoir, à mon sens, un apprentissage un peu différent de la relation, et donc les managers vont sans doute changer. Une autre chose, et puis je vais arrêter là, c'est il y a une question d'équité. Vous savez, en matière de management, c'est une vieille notion. L'équité, c'est quelque part la justice. C'est mesurer un petit peu les contributions des uns et des autres. Et je pense que la crise va accélérer un petit peu cette demande d'équité. Voilà. Alors, j'ai deux questions assez concrètes que je voudrais lier. Mais donc, encore une fois, si vous voulez intervenir en live comme nous intervenons, vous me levez la main sur votre profil. Anso nous demande, vous n'avez pas parlé de communication interne au niveau prise de parole des dirigeants. Alors, on l'a dit dans notre préparation, on a vu des dirigeants pour qui le télétravail n'était pas du travail. Donc, donner des rendez-vous à les collaborateurs à 8h30, d'autres à 19h30, donc matin et soir. Évidemment, ce n'est pas des pratiques à généraliser, mais ça, vous avez donné votre avis. Mais je voulais lier cette question à cette logique aussi d'équilibre de travail à distance, de chômage partiel, parce qu'on voit quand même quelques managers qui ont des difficultés à driver ce sujet-là, parce qu'en gros, on déclare un chômage partiel pour tant de pourcents. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques aujourd'hui en termes d'organisation? Parce que pour beaucoup d'entreprises un peu intermédiaires ou pour des managers, c'est aussi nouveau. Donc, en termes de, si on sollicite un collaborateur qui est censé être en chômage partiel, comment ça se passe? Benoît, je ne sais pas si de manière plus opérationnelle, vous avez des conseils à partager par rapport à ça. Nous, on a deux façons de communiquer. Enfin, il y a déjà notre directeur général qui communique régulièrement sur le site internet du groupe. Alors, tout le monde n'y a pas accès. Du coup, on a fait une version qui est plus légère et auquel tout le monde a accès. Mais aussi, on fournit une checklist à l'ensemble des managers sur tous les sujets qui ont été abordés dans la semaine pour le groupe et sur lesquels ils doivent communiquer auprès de leurs collaborateurs. Donc, ça peut être la mise en œuvre de certains outils informatiques qui n'étaient pas obligatoirement prêts à telle date. Ça peut être telle méthodologie de management. Ça peut être tel mot du directeur général qu'il faut absolument relayer. Et ils ont une checklist comme ça et ils ont juste à cocher. Voilà, c'est un outil qui est assez apprécié parce que voilà, chaque vendredi, ils reçoivent ça. Ils savent qu'ils vont commencer la semaine du lundi avec un discours effectivement, entre guillemets, un peu formaté. Mais au moins, c'est des outils, ils sont tous au clair, ils ont tous la même chose. Il n'y a pas de… Quel que soit le niveau hiérarchique, ils ont tous cette information-là et à la diffuser. Voilà. Après, il y a un autre dirigeant là, qui me parle de cette difficulté aussi de communiquer dans un contexte d'incohérence de communication globale du gouvernement, des annonces qui sont faites. Donc, comment maintenir cette dimension de confiance dans ce contexte aussi? C'est la force du directeur général ou du chef d'entreprise. Effectivement, je ne suis pas là pour juger les politiques, mais effectivement, la communication est parfois un peu étrange. Mais tout le monde l'aperçoit comme ça. Donc, après, c'est la déclinaison qu'on en fait pour sa propre entreprise et la transparence qu'on doit avoir vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est voilà, la perception du chef d'entreprise, elle est telle qu'elle est. C'est voilà, pour notre entreprise, voilà les impacts de la crise. Et il faut être transparent. Voilà comment on met en œuvre le fait que ça fonctionne. Voilà comment on met en œuvre les services en pause. Et voilà comment potentiellement ça repartira quand ça repartira. Donc, il faut être transparent sur la vision qu'on a de cette crise pour sa propre entreprise. Oui.
Il y a Xavier Moquin qui, excuse-moi, Charles, il y a Xavier Moquin relevé et je t'avais posé la question aussi, Benoît, de l'écosystème des partenaires. En tant que manager, on fait appel à des prestataires, des sous-traitants. Enfin, donc, est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, quel conseil donner parce qu'on est quand même sur une notion d'écosystème où la chaîne de confiance, elle est globale, quoi, hein. Enfin, elle est Exactement. à l'interne et à l'externe. Après, chaque entreprise gère la crise à sa manière. On a de la chance chez Malakoff Humanis d'être une entreprise en très bonne santé. Donc, nous, le mot d'ordre directeur général a été faites confiance à vos partenaires, continuez, surtout payez-les pour qu'ils puissent survivre à cette crise et puis ils nous accompagneront demain. Donc, le mot d'ordre a été on continue à travailler avec eux, on fait en sorte que ça fonctionne. Et voilà, mais on sait, nous, Malakoff Humanis, qu'on est assez bien on a de la chance. Donc ça, c'est évidemment, les contextes on voit le secteur du bâtiment où c'est compliqué quoi qu'il arrive, mais bon, il n'y a pas de recette miracle partagée. Florian, tu veux? On pouvait prendre effectivement encore quelques questions. Il y en avait une qui pourrait paraître un peu directe, mais qui s'interrogeait sur qu'est-ce qu'on fait des managers ou des collaborateurs toxiques qui ont tendance, on va dire, alors le terme est peut-être mal choisi vu la situation, mais à contaminer l'équipe de ce genre de réflexe. Comment on les gère et le cas échéant, est-ce qu'il y a les moyens de les écarter ou on leur coupe les accès aux réseaux sociaux d'entreprise. Est-ce que vous avez été confronté à de tels cas ou est-ce que vous avez un avis sur la façon dont on gère ce genre de personnalité un peu problématique? Vas-y Charles-Henri, mais je pourrais répondre après. Non, mais alors d'une façon plus académique, je dirais que c'est peut-être là au manager du manager de montrer l'exemple, d'avoir un rôle. Je veux dire, il y a quand même toujours un N+1, un N, et donc d'avoir une action sans doute de pédagogie, une action peut-être, ça peut aller jusqu'à une forme de contrainte. Je veux dire, si vraiment c'est un verre qui pourrit le fruit, là, ça devient ennuyeux, effectivement. Moi, je ne sais pas ce que Benoît va dire sur un plan très concret, dans son expérience, mais je pense qu'il y a quelque part une exemplarité du management, et donc c'est un peu compliqué d'avoir effectivement un contre-exemple. J'ai invité Anne-So à nous rejoindre. Anne, vous vouliez partager une question? Bonjour. Alors, le micro ne marche pas. Rétablir le son. Je connais bien Anne. Voilà. Bonjour Charles-Henri. Oui. J'avais une question par rapport à Benoît Verrine. Est-ce que vous avez des collaborateurs qui sont en chômage technique? Et même si vous avez dit on ne prépare pas la sortie de crise, comment vous envisagez de les réengager s'ils n'ont pas été en contact avec leur manager? Et Charles-Henri parlait d'équité. Je vois dans les entreprises que j'accompagne en tant que coach, il y a un vrai problème entre ceux qui sont restés en télétravail et ceux qui finalement ont dû rester chez eux en chômage, et il y a eu un choix à faire et beaucoup de collaborateurs le vivent très mal. Et je pense qu'on aura un gros travail d'accompagnement, de création d'unité au retour entre ceux qui ont travaillé, ceux qui se sont épuisés et ceux finalement qui n'étaient pas sur le terrain. Pour aller dans ce sens-là, on a eu des témoignages effectivement de dirigeants au sein du média en milieu industriel sur lesquels qui constataient effectivement qu'au sein des usines, entre les droits de retrait qui avaient été invoqués de l'autre et des personnes qui se donnaient à 200% parce qu'ils voyaient un sens beaucoup plus important, effectivement le retour au sein des mêmes équipes pourrait, comme vous le dites, être un facteur de tension à part entière. Qui veut répondre à Anne? Merci beaucoup Anne. Alors, au sein de Malakoff Humanis, il n'y aura pas de chômage partiel où on a de quoi occuper quasiment tout le monde, et donc on estime que même ceux qui n'ont pas d'activité à date, on continue à travailler avec de façon, ils seront payés comme tout le monde, et voilà. Donc, mais ça suffit pas effectivement, et donc on demande aux managers d'avoir une attention particulière sur ces profils-là, de les contacter le plus possible.
pour les rassurer comme quoi ils ont toujours du sens dans le projet d'entreprise. Et on essaye d'identifier, alors c'est en cours, des activités sur lesquelles on pourrait les faire travailler. Donc quelque chose qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent, et de trouver la manière la plus simple possible de les former sur ces sujets-là, voire même de participer à des projets en dehors de l'entreprise pour aider des associations ou autres, parce que c'est le sens. Alors, encore une fois, hein, on est un groupe de protection sociale, donc c'est un peu, enfin, c'est pas un peu facile, mais on est dans ce domaine-là du social. Donc, on a accès à plein d'associations qui ont besoin d'aide et voilà, et on peut travailler à distance avec elles. Il y a plein de petites solutions pour embarquer les gens qui n'ont pas d'activité aujourd'hui et qui voudraient se sentir utiles. Tout en faisant ça à distance. Je vous donne un exemple. Il y a plein de gens qui sont isolés et qui ont besoin d'un petit coup de fil quotidien. Rien que ça, il y a des associations qui font ça et n'importe qui peut le faire. Voilà. Dans la partie soutien, j'étais avec la dirigeante d'Hellocare hier. Il y a aussi plein de psychologues qui se mettent bénévolement à contribution aujourd'hui pour soutenir voilà, des gens dans cette période de crise. Donc, il y a aussi… on va essayer de recenser nous quelques solutions. Alors, je viens de découvrir une fonction pour partager les questions de nos intervenants. Vous pouvez les voter et prioriser par rapport au temps qui nous reste si vous voulez qu'on pose quelques questions. Dorian, tu peux… Non, mais effectivement, on a parlé de beaucoup de sujets différents et vous avez posé des questions sur un certain nombre de thèmes qui vont nous servir pour préparer de toute façon les prochains off digitaux qu'on va faire sur ce même thème, puisque on est loin d'avoir épuisé toutes les questions. Par rapport à la dernière question qui a été posée et peut-être pour aller vers un mot de conclusion, puisqu'on a dit qu'on essayait de respecter le timing. Denis, on s'était, quand on avait discuté de cette session, on s'était interrogé sur est-ce que justement la situation actuelle n'allait pas pousser à s'interroger sur le sens que chacun donne à son travail, de manière générale dans notre société, mais effectivement aussi au niveau, comme le disait Benoît, finalement de qu'est-ce qu'il peut faire au quotidien dans une situation de tension. À quel point finalement cette crise, alors j'utilise le terme en sens de mieux, est-elle une opportunité justement pour se réinterroger chacun à notre niveau finalement. C'est vrai que ce qui je trouve intéressant en fait dans cette crise, c'est qu'on remet en avant la notion de sens du travail. Le sens du travail, c'est à la fois le sens que moi, en tant que salarié, je donne à mon travail, le sens que ma hiérarchie donne à mon travail, mais aussi c'est le sens que la société donne à mon travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des écarts entre ces trois sens. Je peux très bien, moi, trouver que mon travail a du sens, mais la société peut trouver que mon travail n'a pas beaucoup de sens. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, avec l'exemple des caissières, tout le monde redécouvre ou découvre le sens, l'utilité du travail de caissière, alors que parfois elles-mêmes peuvent en douter. J'avais fait une étude il y a quelques années pour la grande distribution. Et il y avait à peu près la moitié des caissières qui trouvaient que leur travail n'avait pas de sens, qu'on pouvait remplacer très facilement par des machines, des moyens automatiques. Et puis l'autre moitié qui disait que ça a du sens parce que il y a un contact avec le client, en fait, et on voit directement l'utilité de son travail, parce qu'on voit concrètement ce qu'on fait. Alors que parfois, quand on travaille dans les bureaux, on a plus de mal à voir concrètement ce qu'on apporte à la société. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait un lien très fort entre le sens trouvé, vécu par les caissières et puis leur état de santé. Au sens, celles qui trouvaient que leur travail avait du sens avaient beaucoup moins de problèmes de santé, notamment en termes de TMS, en termes de troubles musculo-squelettiques, que celles qui trouvaient que leur travail n'avait pas de sens. Donc, on voit que le sens est un sujet important à la fois au niveau psychique, mental, mais aussi au niveau purement physique, parce qu'il y a des liens entre les deux. Le sens, donc, il se pose aux questions à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du métier. Et je pense que beaucoup de salariés vont se demander finalement, moi, est-ce que mon travail est utile? Quel est le sens de mon métier, de mon travail dans l'entreprise, mais aussi plus largement dans la collectivité? Et donc, je pense que la question de responsabilité sociale des entreprises, la RSE, va se poser peut-être encore plus. Parce que les gens vont se dire, mais le sens de mon travail, c'est important, mais aussi, est-ce que mon entreprise, finalement, son activité, est-ce qu'elle est stratégique ou pas pour le pays, pour la collectivité? Et donc, je pense que ces questions vont se poser de façon importante. Et je pense que pour les poser, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir parler du travail, faire des retours d'expérience et pouvoir chacun exprimer quel sens je trouve à mon travail, comment est-ce que je peux lui donner du sens à quelque chose. On a tous peut-être des avis divergents sur ce sujet. Et donc, c'est intéressant. Moi, je l'avais fait avec des caissières. Et
Quand elles parlaient ensemble de leur travail, on se rendait compte que certaines voyaient autrement leur travail parce que elles voyaient qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient voir l'intérêt de ce métier, même si d'autres trouvaient que c'était un métier qu'on faisait parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Donc, parler de son travail en équipe me semble un conseil à donner. Et sur les managers en particulier, est-ce que la question se pose aussi, notamment les managers intermédiaires, avec autant de force que ce qu'on pourrait voir chez les caissières ou ce genre de choses? Dorian, je vais laisser après Denis continuer, mais si tu veux, ce que j'ai appelé là dans une chronique récente sur Entreprise et Carrière, les héros de l'ombre, je mets évidemment les managers, je mets toutes les professions qui font société. Et là, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on découvre que des professions, Denis vient de parler des caissières, mais toutes les professions d'aides-soignants, etc., tous ceux dont on a besoin aujourd'hui, qui sont fondamentaux, on a oublié, à mon avis, une dimension, et c'est ce que dit Dominique Méda là, dans une superbe interview il y a quelques semaines, c'est la notion d'utilité sociale. Je pense que cette crise va remettre en avant, et c'est un peu ce que vient de dire Denis, c'est quel sens que je donne à mon travail lié à l'utilité sociale. Et plus généralement, on a la notion de responsabilité sociale de l'entreprise, et on a peut-être là une chance de traduire concrètement ce qu'est l'entreprise à mission. Qui est dans la voie Pacte en France depuis 2019. Voilà. Donc, alors, on a une belle formule, effectivement, Claire Delorme qui dit, et Benoît l'avait dit quand on avait préparé, c'est aussi une formidable opportunité pour les entreprises. Claire Delorme dit c'est un intérêt de cette crise, c'est de rendre l'invisible visible. Absolument. Donc, merci Claire pour cette remarque, et y compris dans les failles du management et dans les collaborateurs clés. Qui, eux, sont indispensables au fonctionnement de notre société. Absolument. Dorian, on arrive au petit mot de conclusion, mot de la fin. Donc, Effectivement, merci à tous déjà. On a tenu le timing et je vous en remercie pour pas prendre plus de temps que nécessaire aux personnes qui ont des obligations diverses. On fera mieux la prochaine fois, donc c'était une première pour nous. Donc, merci à tous de votre indulgence. Exactement. Merci à nos invités, à nos intervenants d'avoir partagé leurs avis sur la question. Et effectivement, avec grand plaisir, de toute façon, on n'a pas pu répondre à l'intégralité des questions qui nous ont été posées, mais on essaiera d'en tenir compte pour la préparation de nos prochains Hop digitaux et également pour intégrer ça dans les interviews sur Aliency. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous les envoyer. Et pendant la crise, petit coup de pub, pour ceux qui ne connaissent pas Aliency Connect, c'est le moyen de soutenir un média qui essaie d'être utile dans cette période. Donc, c'est notre abonnement un peu premium. Donc, on vous communiquera les infos dessus. Mais c'était là aussi, pour que l'équipe continue à faire son job, on a besoin de votre confiance. C'est une évidence. Merci à nos intervenants. Mot de conclusion en 30-10 secondes chacun, si vous le souhaitez. Benoît, Denis, Charles, Henri. Allez, vas-y. Benoît. Merci. Poussez vos managers maintenant à motiver, à coopérer, à faire de l'intelligence collective entre eux pour qu'ils se sortent, ils vous aident, les entreprises, à sortir de cette crise. Merci. Denis. J'avais écrit un livre qui s'appelait Le silence des cadres. Le dernier chapitre s'appelait Chouchoupons les managers. Et je pense que j'ai créé la même conclusion aujourd'hui. Merci Denis. Charles-Henri. Je dirais, je crois que ce qui reste finalement au bout de toute notre discussion, c'est qu'on tient des discours, il faut aussi que les actes suivent. Je crois qu'on a quand même du chemin à faire en France sur la cohérence entre discours et actes. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci à tous les gens qui ont participé avec nous, poser leurs questions. Et à très bientôt, parce que c'est un format qu'on va maintenir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée.